Merci. C'est à moi qu'incombe la lourde tâche de vous faire échapper à votre somnolence postprandiale. Voilà, c'est un sujet qui n'a pas grand-chose à voir finalement avec la dialyse, mais dans un monde de complotisme et de fake news, je crois qu'il n'est pas tout à fait inintéressant que vous connaissiez et que vous puissiez échanger tous avec vos patients sur à la fois les règlements qui régissent l'attribution des greffons rénaux et les réflexions qui les sous-tendent. Ah, non, c'est... On ne veut pas. Il y en a aucun qui marche. Ben, c'est pourtant ce que j'ai fait, mais j'ai pas dû le dire. Ok, dans toute présentation, il faut mettre ces conflits d'intérêts. Et en fait, dans celle-ci, je veux dire, le simple fait d'être néphrologue dans un service d'une taille déterminée est un conflit d'intérêts. Je ne vois pas obligatoirement l'attribution des greffons de la même façon que le chef de service de Montpellier ou celui d'un hôpital parisien qui va avoir une liste d'attente qui est 4 fois celle de la Bourgogne-Franche-Comté. D'abord, s'il existe tout un débat autour de l'attribution des greffons, c'est parce qu'il existe une pénurie absolument extraordinaire. Si on avait autant de greffons que de patients, on aurait juste quelques techniques d'appariement qui seraient limitées à un certain nombre de patients difficiles. Et je veux dire, l'aspect éthique, équité serait beaucoup plus facile à gérer. Mais en revanche, on a en France une pénurie de greffons qui est considérable. Et en fait, on inscrit tous les ans beaucoup plus de patients pour une éventuelle transplantation qu'on ne peut en transplanter. Donc il y a des gens qui n'auront probablement jamais un greffon. Alors hier soir, j'ai fait un petit exercice de version anglaise. Alors si quelqu'un veut corriger, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. En fait, on peut avoir deux versions de l'attribution des greffons. On peut dire qu'on essaye, c'est une ressource rare, et que finalement l'efficacité sociale, l'économie de séances de dialyse voudrait qu'on attribue les greffons aux gens chez qui ils vont survivre le plus longtemps possible. Et puis il y a un aspect équitable qui veut dire à partir du moment où je suis potentiellement transplantable, je dois avoir les mêmes chances d'être transplanté que mon voisin. Et donc ça veut dire non seulement qu'il faut que tout le monde ait les mêmes chances, mais ça veut dire que pour certains, il faut qu'on compense des handicaps d'accès à la greffe, ce qui rend les choses extrêmement compliquées. Alors, si on essaye de regarder à quoi ça correspond, on ne peut pas attribuer un greffon à tous les gens qui sont en attente, malheureusement. Et finalement, pour chaque greffon qui est prélevé, on a à arbitrer entre un certain nombre de receveurs. Et l'arbitrage implique un certain nombre de choses bassement techniques, c'est d'avoir une liste nationale d'attente. Vous ne pouvez pas arbitrer si vous ne connaissez pas les receveurs, et d'avoir un système d'attribution. Et puis, ce système d'attribution, effectivement, l'optique en France a été de le faire balancer entre des critères d'efficacité et des critères d'équité, en ayant bien sûr toute la difficulté qu'on peut avoir à essayer de concilier des choses qui a priori sont inconciliables. Et puis je crois, et ce que je fais aujourd'hui en fait partie, que quelque chose qui est extrêmement important, c'est la transparence. Alors la transparence, c'est important que les patients sachent qu'il y a un score d'attribution des greffons, c'est important que les néphrologues sachent un peu comment ils marchent. Et puis, j'ai gardé le souvenir d'une présentation qu'on avait faite au comité d'orientation de l'Agence de la biomédecine qui nous avait demandé spécifiquement que notre score ne devienne jamais le score d'attribution des HLM, parce que aucun député ou maire ne pouvait comprendre à la fin pourquoi un tel avait un HLM et pas un tel. Et donc, ça imposer un certain degré de suivi, de simplicité, qui fait aussi partie de la transparence. Donc, alors, je ne sais pas si on parlerait
de l'attribution des HLM aujourd'hui, mais je pense à un algorithme de post-bac célèbre qui correspond effectivement totalement à ça, avec un absolu manque de transparence. Voilà, j'ai essayé de montrer un peu ce qu'on avait pensé à l'époque. Ce qui paraissait équitable, c'était de ne pas exclure de patients de la liste d'attente pour des raisons médicales. Je veux dire, en France, on essaye de surveiller l'accès à la greffe et l'existence du registre rein permet maintenant un peu d'identifier des endroits où les patients ont moins bon accès à la greffe. Parce que c'est apparu dans toutes les discussions avec tout le monde, il y avait la prise en compte du temps d'attente en dialyse. Et puis, quelque chose alors qui est tout à fait, je veux dire, peut-être discutable, français en tous les cas, c'est la priorisation des gens jeunes et des enfants. C'est un phénomène social qui ne choque personne en France. Voilà, aux États-Unis, par exemple, la priorité, tenir compte de l'âge est quelque chose qui passe assez mal. Ce qui pouvait paraître équitable aussi, c'était de prendre en compte la survie des patients et de faire attention de greffer les gens qui avaient des urgences, ce qui est fait, de compenser ce que je vous ai dit des inégalités biologiques, et c'est fait de deux façons dans l'attribution des greffons, avec des priorités pour les patients qui ont développé des anticorps contre certains donneurs et une prise en compte des groupes rares pour qu'il n'y ait pas des gens qui, finalement, comme on utilise la compatibilité, soient toujours, en fait, doublés in extremis par quelqu'un d'autre d'un peu plus compatible. Et puis, il faut que la décision médicale repose sur le rapport bénéfice-risque et voilà, j'ai mis ça un petit peu par provocation parce que finalement, je veux dire, tout le monde trouve normal d'attribuer des crédits aux hôpitaux sur leur nombre de transplantations, puis que ce ne soit pas tant par transplantation, mais qu'il y ait un effet seuil, je veux dire, dont on ne voit pas. Enfin, je ne suis pas sûr que dans les ministères, il y ait tellement de travail qu'on ne puisse pas faire une règle de 3 et dire que 49 c'est tant et 50 c'est tant, et qu'il faille un effet seuil qui, à chaque fois, ne laisse peut-être pas tout à fait insensible l'équipe de greffe. Voilà, donc avec ça, il y a quelques années, on a construit un score d'attribution des greffons qu'on a présenté dans toute la France. Je crois que ça s'est fini quand je suis parti de l'agence en 2008. Score qui a été revu récemment. Et ce score, on a essayé de lui faire mélanger à peu près tout. C'est-à-dire qu'on a mis de l'efficacité dans la mesure où on a mis de l'impact de la compatibilité HLA. On a mis un certain degré d'efficacité qui était aussi vu par d'autres comme de l'équité dans les compatibilités d'âge. Et puis, on a mis de l'efficacité sur la distance et sur de l'équité, sur le fait que les gens qui avaient des groupes rares avaient des points en plus. Et puis après, on a fait des tas de choses parfois compliquées, comme considérer que le maillage des équipes en France avait une importance et que de temps en temps, je veux dire, certaines équipes qui avaient greffé depuis très longtemps, de petites équipes, s'arrêtaient si on mettait un score. Donc on avait même mis des points à certaines équipes. Et ce score a évolué. Il a évolué sur la durée d'attente. Il a évolué sur le fait qu'il n'y a plus de régions, donc que les échanges sont faits par une pondération kilométrique, mais dans l'esprit, il est resté à peu près le même. Et ce que les diapos un peu techniques que vous allez voir sont entre les deux évolutions du score. Je pense que ce n'est pas obligatoirement l'aspect purement technique de l'effet qui nous intéresse, c'est de vous montrer que quand on regarde l'impact d'un score sur les attributions des greffons, sur les gens qui sont greffés, ça marche en fait. Je veux dire que ce n'est plus exactement les mêmes. Je veux dire, les gens qui sont greffés, si on met des points à la durée d'attente, c'est des gens qui attendent depuis plus longtemps. Si on met des points si en tous les cas on met des algorithmes qui rapprochent l'âge du donneur et l'âge du receveur, ou si on essaye de privilégier les receveurs jeunes, on voit qu'il y a une efficacité, que les gens jeunes sont greffés.
Faire attention parce que, je veux dire, dans une denrée rare, si vous greffez les gens jeunes, vous greffez un peu moins une catégorie de patients. Et actuellement, je veux dire, je ne suis pas sûr qu'il soit très bon d'avoir 55 ans et d'être en attente de greffe. Il y a obligatoirement un petit handicap. On ne peut pas avoir... voilà. Faut mesurer aussi les impacts en termes d'efficacité et d'ischémie froide. Et vous voyez qu'il faut regarder un peu combien de temps ça met. Et je veux dire, on voit qu'il y a toujours un bénéfice à avoir une attribution locale. Donc le fait de, pour l'instant, préserver en France, qui est une grande discussion, ce qu'on appelle un rein local est un débat. Et c'est un débat qui, au moins, a quelques critères d'efficacité. Alors après, j'avais essayé de regarder un petit peu dans les discussions ultérieures qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme trou dans l'équité, dans l'efficacité, de choses qui pouvaient être discutées. Et notamment, ce qu'on faisait beaucoup à l'époque, c'est d'aller regarder ce que faisaient nos voisins et de regarder comment ils voyaient les choses. Et de temps en temps, c'est assez surprenant. Alors, il y a une des choses que je trouve assez compliquée, c'est le système des priorités. Le système des priorités, c'est un système qui paraît comme ça relativement logique. Vous êtes très immunisé, vous avez un accès à la greffe qui est extrêmement limité. Donc le jour où un greffon est prélevé et qu'il pourrait vous être greffé, il faut trouver un système qui permette de vous l'attribuer. Et donc voilà, il y a une priorité en France quand on est très immunisé, quand on a une chance relativement faible d'être greffé. Le problème, c'est qu'on ne sait pas faire des priorités continues. Donc on est obligé de mettre un seuil et que, je veux dire, il ne faut pas être juste en dessous du seuil. Et puis, le deuxième aspect du système de priorité, c'est que ces greffons étant relativement rares, ces priorités sont pour l'instant basées sur de la greffe en groupe compatible, alors que toutes les autres greffes sont faites en isogroupe. En groupe compatible, vous pouvez donner un rein O à un receveur A parce qu'il est très immunisé. Le problème, c'est quel est l'impact sur les patients hauts en attente. Et du coup, je veux dire, je pense, et c'est des trucs qui doivent être vérifiés régulièrement, qu'en France, être haut, juste en dessous du seuil d'immunisation, c'est à peu près probablement ce qu'il y a de pire pour être transplanté. C'est ce que je viens de vous dire. Et puis, si on essaye de reprendre un peu ce qu'on peut discuter, vous savez tous qu'on inscrit des gens en greffe préemptive. Alors, d'abord, c'est pas quelque chose qui est universellement admis. Et vous pouvez voir que même au sein d'Eurotransplant, qui réunit la Belgique, la Hollande, l'Autriche, l'Allemagne et puis la Slovénie, je crois, c'est pas vu de la même façon, puisque en Belgique et aux Pays-Bas, vous pouvez avoir une greffe préemptive, alors qu'en Allemagne, on considère que c'est pas possible, que c'est pas correct. Voilà, la greffe préemptive, moi, c'est effectivement tout un débat. Et le débat, c'est aussi que, par exemple, en France, on tient compte non pas que de la durée de dialyse, mais de la durée de dialyse et de la durée d'attente. C'est-à-dire que vous avez quand même un certain nombre de points qui sont attribués à un receveur parce qu'il est inscrit sur la liste d'attente. Même s'il n'est pas dialysé, je veux dire, voilà, je veux dire, certains transplanteurs, ils sont très attachés. On peut considérer que du point de vue équité, c'est quelque chose qui est discutable. Et puis, moi, dans la greffe préemptive, ce qui me fait toujours souci, c'est une partie de notre pratique. Premièrement, parce que, je veux dire, les études qui ont été faites par les associations de malades et essentiellement par Renalou, une association un peu dynamique et provocatrice, c'est que le niveau socio-économique des gens qu'on a inscrits pour des greffes préemptives n'est pas du tout le niveau socio-économique de l'ensemble des patients en attente. Et le deuxième aspect, alors on voit tous les jours sur lequel on a discuté avec mes collègues pendant des heures, c'est une pratique qui me paraît extrêmement bien, qui est la greffe préemptive des patients âgés. La seule chose, c'est que, je veux dire, vous avez une proposition de greffon limite.
Vous avez un patient âgé qui va bien, qui est en greffe préemptive. Si votre greffon est trop limite, vous n'allez pas lui mettre parce que vous allez vous dire justement que ce patient va bien et qu'il n'est pas dialysé, que vous voulez lui rendre service. Donc que le rapport bénéfice-risque n'est pas en faveur de la greffe. Et en revanche, vous allez transplanter un patient qui attend depuis 2 ans ou qui est dialysé depuis 2 ans. Et donc, l'air de rien, avec des bonnes intentions, avec un rapport bénéfice-risque qui est estimé pour chaque malade, vous créez, en faisant de la greffe préemptive de sujets âgés, une espèce de caste de patients qui finalement ne prendra que les meilleurs de nos reins âgés. Voilà, je ne sais pas si c'est bien, moi ça me traumatise toujours un peu. En tous les cas, ça me pose des questions. Je reconnais honnêtement que c'est ce que je fais. On est transplanteur. À un moment, c'est plus facile pour moi maintenant que quand j'étais à l'agence, mais on doit avoir une vraie schizophrénie. Le jour où on prend une décision pour un patient, on ne prend pas une décision de santé publique. La santé publique, elle doit être réglée avant par les agences, la loi, etc. Et nous, à aucun moment, on doit nous demander de faire autre chose que de penser au rapport bénéfice-risque et à l'intérêt de notre patient. Non, c'est là. Les autres, voilà. Là, c'est un peu des réflexions qui sont faites dans d'autres pays. Et je veux dire que je ne partage pas toujours. En France, on s'est contenté de faire des adéquations d'âge. C'est-à-dire qu'on essaye de donner aux gens jeunes les reins les plus jeunes, en essayant de décaler un peu au-dessus de leur âge pour qu'ils soient greffés plus facilement, et aux gens âgés, des reins âgés. Il est bien évident qu'on pourrait, que beaucoup sont tentés, de proposer des algorithmes plus complexes, c'est-à-dire de dire, Monsieur Dupont, vous l'avez inscrit sur une liste d'attente, il a une espérance de vie de 5 ans. Dans les algorithmes, ou de 7 ans, ou de 8 ans, de 10 ans. Monsieur Machin, il a 20 ans, tel rein, on est désolé, mais vous le mettez à Monsieur Machin qui a 20 ans, parce que l'espérance de fonction du greffon, elle est de 20 ans. Et donc, vous arrivez, alors je ne sais plus où c'est, dans les diapos, à des choses où, par exemple, en Australie, vous ne pouvez pas être inscrit pour une greffe si vous n'avez pas une espérance de vie de plus de 70%, 5 ans. On ne vous inscrit pas, même quelle que soit la qualité de... Voilà. Et puis, je veux dire, en fonction des pays, les Américains, les Anglais ont développé des algorithmes plus ou moins complexes pour faire ces attributions. Ce qui peut poser des débats, parce que, je veux dire, les algorithmes, là, sont en fonction de choses extrêmement cliniques et par provocation. Pourrait se poser des questions sur, je fais une étude génétique pour voir si les gens ont plus de chances d'avoir un cancer, enfin tout un tas de choses qui éthiquement ne seraient pas défendables, mais qui pourraient être considérées comme faisant partie de l'équité, de l'efficacité. Et puis se pose une vraie question, c'est que quand on regarde tous ces algorithmes, le diabète est un facteur de mortalité, d'échec, de difficulté. Or, comment on gère de faire en même temps un algorithme où on essaye de diminuer la présence des patients chez qui, en termes de bénéfices, la greffe est celle de la population chez laquelle elle a le plus de bénéfices. C'est-à-dire que si vous êtes diabétique et qu'on vous greffe, en gain d'espérance de vie, vous avez une proportion de gain qui est plus importante qu'un patient non diabétique. Donc un peu difficile de gérer en même temps tous ces éléments et des discussions voilà, extrêmement compliquées. Et puis, pour finir, je crois, en tous les cas, pas loin. Il y a en France un vrai débat dont je ne sais pas comment on sort, qui est celui-là, qui est celui de la durée d'attente et de la différence de durée d'attente entre les villes et les régions de France, qui va de quelques mois si vous avez la chance d'habiter Poitiers, à un peu plus si vous êtes franc-comtois ou bourguignon, et à beaucoup plus si vous êtes toulousain ou parisien.
Et je veux dire, comment on peut faire pour à la fois maintenir une certaine équité entre les gens et protéger un certain nombre d'autres éléments. Hein. C'est que, je veux dire, si on levait si on levait le rein local et qu'on considérait que, ben, je veux dire, on mettait la durée d'attente comme critère universel pour tous les greffons, on baisserait les résultats de la greffe parce qu'on augmenterait l'ischémie froide et on baisserait probablement le maillage territorial d'accès à la greffe parce que, bah, je veux dire, voilà, un 75 ans parisien qui est à Nevers, il a un 75 ans qui est à Nevers a une vague chance d'être greffé à Clermont-Ferrand tant que l'équipe de Clermont-Ferrand existe. Il y a de bonnes chances qu'il n'aille jamais se faire inscrire à Paris ou à Lyon si un certain nombre d'équipes disparaissent. Donc c'est un sujet voilà, dont la complexité énerve tout le monde depuis des dizaines d'années. Et puis d'autres petites choses qui pourraient être des réflexions, c'est que par exemple, il y a pas mal de pays qui considèrent que quand on a été donneur d'organes, alors il y a des gens où c'est des pays où c'est simplement les donneurs de reins, d'autres pays où c'est les donneurs de tout organe qu'on donnait un bout de foie, on est prioritaire pour recevoir un organe. C'est-à-dire qu'il y a une expression de la solidarité, il y a une expression de la solidarité nationale à celui qui a sauvé une vie ou diminué les dépenses de dialyse. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est pas bien. Je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui mérite réflexion. En tous les cas, c'est fait dans un certain nombre d'endroits. Moi, ça ne me choque pas particulièrement, mais on peut considérer que toute attribution que le don d'organes était quelque chose de désintéressé. Donc, il n'y a pas de logique à y mettre un intérêt. Et puis on a le droit de considérer que la société a une forme de reconnaissance à un acte qui n'est pas, même s'il a été fait gratuitement, qui n'est quand même pas un acte anodin. Globalement, je veux dire, je pense que vous avez compris que quand on essaye de dire qu'on va faire une attribution des greffons qui soit à la fois équitable et efficace, je veux dire, c'est juste pas possible. On ne peut pas comparer, on ne peut pas dire à combien de compatibilité HLA doit correspondre un an d'attente sur la liste, à quel risque de perte de greffons en fonction de l'âge, tout ceci doit correspondre. Ce que la démarche qui est celle qui est faite, hein, c'est effectivement d'avoir un score qui soit sur des bases compréhensibles et transparentes, et ensuite de l'évaluer. Je ne suis pas un fan de l'évaluation habituellement, mais là, on n'a pas le choix. Il faut évaluer, réévaluer et surveiller ce score pour essayer de ne pas laisser de trous dans la raquette, de ne pas avoir de phénomène de marge, de ne pas avoir de gens qui sont laissés pour compte simplement parce qu'ils ne sont pas tout à fait au bon endroit pour la gestion de l'algorithme. Voilà, j'ai pu refaire cet exposé parce que je me suis confronté avec mes collègues néphrologues et parce que mes anciens collègues de l'Agence de la biomédecine ont bien voulu m'accueillir pour discuter avec eux et pouvoir vous présenter ça. Et j'insiste sur le fait que surtout racontez ça à vos patients. Dites-leur que c'est pas parce qu'ils habitent Chalon qu'ils ne sont pas transplantés, ou Mâcon, ou autant. Et que, je veux dire, voilà. Et alors, peut-être ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a le score d'attribution, il est automatique sur ce qu'on considère comme étant le rein régional. Et il est pas obligatoire sur le rein local. C'est-à-dire que le transplanteur, localement, a le droit de ne pas suivre le score et de choisir son patient. Et alors, je pense que Besançon n'a pas une attitude très différente de nous, mais alors en tous les cas, moi, la mienne, depuis que je suis responsable de cette équipe, c'est de faire qu'on déroge le moins possible au score d'attribution des greffons et surtout qu'on ne déroge pas pour des critères qui... voilà, de tel malade a 4 enfants, parce que je ne sais pas si l'autre malade, il en a 5 ou 3 ou 2, s'il n'y en a pas un qui est handicapé. Enfin, je veux dire, on ne peut pas avoir
ça a quelque chose d'affreux, mais on ne peut pas avoir ce genre de critères pour attribuer des greffons. Merci de votre attention. Eh bien, merci Jean-Michel de cet exposé finalement assez clair et complet. Je pense que, comme tu le dis, les patients, tu as parlé de transparence, et effectivement, les patients, il faut qu'on les informe, il faut bien qu'on leur explique que ce n'est pas à la tête du client qu'on va les greffer, mais qu'il y a des critères et que s'ils attendent un peu plus longtemps, c'est qu'ils ne rentrent pas dans les critères et que ce n'est pas parce qu'on n'en veut pas ou parce qu'ils ont été mis au placard. Donc ça me semble extrêmement important. Moi, j'avais juste une première question. À quelle fréquence est-ce qu'on réévalue justement ces critères, ces scores dont tu parles? Alors écoute, je ne sais pas, tu vois, on a fini de mettre en place le score à peu près en 2008. Le score suivant est en 2020, en 2020 je crois, 2017. Et je pense que Christian Jacquinet fait un point de toute façon à peu près annuel sur l'attribution des greffons en France. Et puis, je veux dire, alors, je n'ai pas demandé à Myriam Pastural qui a maintenant le rôle, mais moi, quand j'ai été à l'agence, je veux dire, on a des outils informatiques extrêmement puissants. Donc, tu peux à tout instant vérifier quelque chose et il y a des gens disponibles. J'en ai fait vérifier là pour venir faire vérifier certains critères. C'est assez facile à faire. Okay. Y a-t-il des questions dans la salle, Jean-Simon? Oui, j'ai deux petites questions, Jean-Michel. Je voudrais revenir sur la question de la greffe préemptive. Les équipes de transplantation, la tienne, nous on travaille avec la tienne et avec celle de Lyon essentiellement, nous encouragent à faire inscrire les patients justement le plus tôt possible. Et on présente donc des patients relativement tôt aux équipes de transplantation. Il y en a qui reviennent avec une inscription. Il y en a qui reviennent avec une clairance pourtant identique aux patients qu'on avait eu avant et qui ne sont pas inscrits. On a parfois du mal un petit peu à comprendre quels sont les critères que vous prenez en compte pour accepter d'inscrire un patient pour une greffe préemptive, si tant est qu'il y en ait. Dans mon esprit, il n'y en a aucun. Bon. C'est-à-dire que dans mon esprit, les patients qui ne sont pas inscrits en greffe préemptive, c'est qu'ils ne peuvent pas l'être. C'est-à-dire soit qu'ils sont polykystiques avec une néphrectomie à faire qui va probablement précipiter leur passage en dialyse, donc qu'on ne veut pas faire, ou qui relèvent d'exploration cardiaque type coronarographie, qui mettrait en péril, qui risquerait d'accélérer leur mise en dialyse. Mais normalement, je veux dire, voilà. Après, je veux dire, ces patients peuvent être peut-être retardés par l'hésitation à les mettre sur une liste de greffe, totalement indépendamment du fait qu'elle soit préemptive ou pas préemptive. Et puis la deuxième petite question, je vais passer le micro après, ça concerne un sujet que tu n'as pas abordé, qui concerne les inscriptions de patients venant de pays hors France, éventuellement inscrits sur une liste d'attente française, et pourtant issus parfois de pays où la greffe peut être réalisée. Parfois des patients d'origine italienne. Il n'y a plus. Parfois des patients... Non, il n'y a plus je crois qu'il n'y a plus du tout d'Italiens. Je veux dire, je pense que d'Italiens inscrits, de gens venant de pays d'Europe hors UE, de l'UE, je ne vois pas quel pays nous enverrait des patients. Cécile et Didier là-bas, je ne sais pas si vous en avez, mais on n'en a plus. Ça n'existe plus. Donc ce qu'on a, c'est des gens qui viennent soit de pays européens mais hors UE et qui bénéficient de la sécurité sociale en France et qui à ce moment-là peuvent être transplantés en France une fois qu'ils ont des droits sociaux. Donc c'est le cas pour un certain nombre de patients qu'on a de pays comme la Serbie, on a eu beaucoup le Kosovo, la Géorgie, l'Arménie, où on a de temps en temps des patients qui effectivement partent de leur pays et finissent par avoir des droits en France.
Après, pour d'autres pays, c'est conditionné. Pour des gens qui ne sont pas domiciliés en France, par exemple, c'est conditionné au fait d'avancer l'argent à l'hôpital, notamment pour des greffes de donneurs vivants qui viennent de pays qui ne sont pas couverts par l'Europe. Les gens sont censés, s'ils viennent avec leur donneur, avancer les frais de transplantation aux hôpitaux. Mais c'est, je veux dire, de toute façon, l'inscription est encadrée par l'Agence de la biomédecine. Nous, on n'a aucun... Si on a un certain nombre de papiers à fournir, et il y a zéro discussion s'il n'y a pas les papiers, s'il n'y a pas la prise en charge. Il peut lui-même pratiquer la greffe, quoi. Non, mais ça, on n'a plus du tout, plus jamais. Je voudrais juste te demander une précision de vocabulaire ou de philosophie. Qu'est-ce que tu entends par éviter une greffe futile ? Alors, la greffe futile, par définition, hein, c'est... alors, on en a. C'est le patient que tu greffes qui était plutôt bien à 78 ans, parce que tu l'as vu un jour où il dialysait pas, et que tu le greffes, et que globalement, il a peut-être 1 an de survie de greffe, mais sur cette année, il a été hospitalisé 240 jours. Voilà, des choses où, je veux dire, le service rendu aux patients. Donc il y a 2 débats sur la greffe futile, c'est l'âge et, je veux dire, le risque immunologique d'accepter tel ou tel niveau d'anticorps anti-greffons, avec, je veux dire, parfois des greffes qu'on essaye de ne pas faire, hein, où les gens, ils ont des échanges plasmatiques, des machins pendant 9 mois, 1 an avant de se retrouver en dialyse. Ça, c'est voilà, des greffes, des situations qu'on aimerait pouvoir éviter. Après, on ne sait pas toujours anticiper tout, hein, ça se saurait. Alors, il y avait le professeur Duclos avait demandé la parole avant, et je vous passe la parole ensuite. Parce que ça m'évite de... après. Ah bon, d'accord, alors allons-y. Alors. 2 questions. La première, une question de diabétologue. Vous avez évoqué, bien sûr, les diabétiques comme étant particulièrement à risque. Il faut peut-être maintenant considérer les diabétiques de type 1 chez qui on doit systématiquement proposer une greffe rein-pancréas ou rein-greffe d'îlot, qui change complètement la donne, dans la mesure où vous se retrouvez avec une glycorégulation qui va être normalisée pendant un bon nombre d'années. Et ça change peut-être la façon de voir cette catégorie de diabète. Et la deuxième question, c'est comment se fait-il, peut-être en France, mais je pense aussi ailleurs, qu'on n'avance pas plus rapidement pour la greffe de donneurs vivants. Alors, dans l'expérience que je peux en avoir, courte, quand c'est évoqué, le patient « Oh là là, je ne peux pas demander ça à mon entourage ». Et ça s'arrête là. Il n'y a aucun accompagnement de la personne ou de son entourage pour progresser progressivement, sereinement dans cette éventualité. Est-ce qu'il n'y a pas là un défaut d'accompagnement des patients pour qu'on puisse enfin évoluer plus souvent et pour suppléer à cette difficulté à l'accès à la greffe de donneurs vivants ? Alors, j'ai beaucoup de mal à vous répondre parce que je n'ai pas une vision chiffrée de pourquoi on a autant d'échecs. C'est vrai que, de toute façon, globalement, on récuse à peu près 40% de nos donneurs vivants, voire 50%, donc que ça complique un peu, que le parcours est effectivement difficile. Actuellement, il y a un problème depuis 3 ans qu'on n'avait pas avant, c'est l'État un petit peu tendu, pour le moins tendu, on va dire, de la chirurgie dans les hôpitaux, qui fait que les accès aux blocs sont extrêmement complexes et que, je veux dire, demander actuellement, même dans un CHU, 2 blocs le même jour, ça passe pas toujours très bien. Donc on a vraiment du mal à avoir les accès aux blocs. Et puis, je veux dire, je pense qu'il y a effectivement une information, c'est extrêmement complexe. Hein. On voit des gens qui arrivent avec 5 donneurs. On voit des gens qui viennent et qui ne répondent jamais à nos courriers après nous avoir expliqué qu'ils étaient donneurs. Et puis, je veux dire, on voit des choses qui se passent nickel et on se demande pourquoi avec les autres, on a des obstacles. Mais j'ai vraiment du mal à avoir une vision chiffrée de savoir quels sont les gens. Enfin, en tous les cas, on n'a aucune idée de savoir s'il y a des donneurs potentiels dans la famille. Et même si on essaye toujours de le suggérer, c'est assez difficile de dire à un patient, votre femme, elle ne veut pas vous donner son rein, vous êtes sûr que c'est bien ça on ne fait pas. Voilà.
Alors pour le diabète et la greffe d'îlot, alors là je dois dire que 15 ans d'absence de l'agence, je suis un peu moins à l'aise. La notion que j'avais, c'est qu'en dehors de l'île, les greffes d'îlot marchaient pas aussi bien partout et que François Patou avait des résultats exceptionnels. Je suppose que c'est toujours le cas. La greffe rein-pancréas, alors j'avais un peu travaillé dessus dans les derniers mois. Le problème, c'est que, je veux dire, c'est effectivement, on est aussi limité par le nombre de greffons, parce que là, les exigences de pancréas sont telles que c'est pas très facile. Deuxièmement, par le fait que c'est une greffe prioritaire, donc c'est un rein qui ne sera pas attribué à quelqu'un de jeune et que c'est pas non plus si anodin que ça. Et puis le fait, c'est que, alors je pense que ça n'a pas beaucoup ou énormément évolué, c'est que c'est un réel bénéfice que pour des gens relativement jeunes et en bon état vasculaire, parce que sinon après le niveau de complication est tel que ça devient difficile. Donc ça marche bien, c'est 86-90% de réussite à 1 an quand vous avez des bons pancréas et des bons receveurs. Mais je veux dire, quand les gens vieillissent un peu, ça devient parfois un peu scabreux. Didier, tu as un micro. Oui, je vais me lever. Merci Jean-Michel, c'est un sujet qui est passionnant, on en a effectivement discuté souvent. Alors j'ai une question qui est un peu à la marge de la répartition. Je vais quand même l'argumenter un peu avant parce qu'elle peut paraître un peu provocante. On est devant une ressource qui est extrêmement rare et en fait ce qu'on voit c'est que le nombre de greffes n'augmente pas. Et il n'augmente pas parce que quelles que soient les modalités des donneurs, on est, semble-t-il, à un plafond de verre aujourd'hui en France, que ce soit pour le donneur vivant pour les raisons que tu as dites, que ce soit pour le donneur décédé, et même si le Maastricht ou d'autres types de donneurs augmentent un peu, globalement, on n'a jamais plus de donneurs depuis une dizaine d'années. Deuxième constatation, c'est que malgré toutes les avancées qu'il y a eu dans la chirurgie, dans l'anesthésie, dans l'immunosuppression, dans le care des patients, la survie des patients n'a pas augmenté en transplantation, la survie à long terme, depuis des années. Et la troisième constatation, c'est que quand on est dans le ventre mou du score, comme tu l'as dit, 50 ans, pas très immunisé, voire pas immunisé du tout, qu'en plus on a été inscrit relativement tôt en préemptif, on a une durée d'attente qui est juste infernale et une probabilité d'être greffé qui finalement devient relativement faible. Et la question, et le dernier point, c'est qu'on a des suites opératoires aujourd'hui en greffe avec des durées d'hospitalisation. Avant, on disait clairement aux patients que la durée moyenne, c'était 8 jours et que 50% des patients allaient rester hospitalisés 8 jours et qu'aujourd'hui, c'est l'exception de rester 8 jours en post-greffe. Et donc la question, c'est est-ce qu'on n'est pas trop libéral dans l'accès à la transplantation ? Est-ce que finalement, on n'a pas ouvert des vannes de façon trop importante sans prendre en compte des questions comme la réelle survie, la qualité de vie du patient, et ça en particulier pour les patients âgés ? Alors, alors on avait en tous les cas en transplantation rénale un problème, c'est que, je veux dire, le registre Cristal ne nous donnait pas accès à la survie patient. Enfin, elle nous donnait accès à la survie patient tant qu'ils étaient greffés, mais une fois que les patients étaient en échec de greffe, on n'avait plus accès. Donc maintenant, je pense qu'effectivement, ils doivent pouvoir, avec le croisement écrin, avoir un véritable effet, accès à le véritable bénéfice pour le patient, pas simplement en durée de greffe, mais en durée de survie, donc qui doit permettre, quand on aura un certain recul, à faire ce genre d'études. Ensuite, je veux dire, l'Agence de la biomédecine, jusqu'à présent, a toujours considéré qu'il n'avait que le moins possible à se mêler de la décision médicale du choix des patients. Je ne suis pas sûr que le législateur soit très enclin à écrire quelque part qu'à un certain âge ou à un certain index de fragilité, on ne doit plus être greffé. Moyennant quoi, je pense que tu as fait comme nous, on essaye d'implémenter des index de fragilité dans notre évaluation des gens avant d'être greffés
pour essayer de leur donner véritablement un bénéfice en termes de survie et de qualité de vie lorsqu'ils sont transplantés. Mais je pense qu'on a tout un tas de choses à faire. On a tous vu, les transplanteurs ont eu le droit à un magnifique exposé des gériatres lillois à la Société de transplantation, qui nous montrait bien la voie de ce qu'on pouvait faire. Mais effectivement, je veux dire, on se pose, je pense que tout le monde se pose sans savoir exactement où mettre des barres et des critères. Cette question des gens âgés qui finalement nous sont adressés avec un tableau finalement relativement favorable en dialyse et où on se rend compte que peut-être que nos évaluations pré-greffe ne sont pas correctes puisque la greffe leur rend un service pour le moins modéré.